Bon, on va reprendre donc les séances après cette pause. Merci Jean-Marie. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette séance? D'abord, il faut remercier le comité scientifique des Actus du Pharo d'avoir proposé à la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale d'avoir une séance dédiée. Et on s'est donc réunis à cette société pour voir quel est l'aspect qui nous intéressait particulièrement dans le sujet sur surveillance, alerte, réponse. Et c'est l'aspect accès aux soins qui tient beaucoup au cœur de notre cher président, donc Jean Janin, mais avec l'aval aussi de l'ensemble du conseil d'administration. Donc on a proposé de rester dans le thème global surveillance et alerte réponse et de se centrer sur l'accès aux soins en période de crise, en période d'épidémie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette séance permet de renforcer les liens entre la Société francophone de médecine tropicale et les organisateurs des Actus du Pharo, tout particulièrement avec le GISP. Donc voilà un peu la nature de cette inclusion de cette séance au sein des Actus. Et donc pour l'illustrer, on va commencer par l'intervention de Jean-Philippe Chipot. Comme on dit vulgairement, il n'est plus à présenter, mais ses activités sont multiples et anciennes déjà, en matière de parasitologie, en matière d'entomologie, en matière d'envenimation, et il est toujours actif au niveau de l'IRD, où il anime une équipe, en particulier au Bénin. Donc merci Jean-Philippe de nous présenter cette première partie sur l'accès aux soins dans la période Covid-19. Merci. Il faut avoir les lèvres très près du micro et tu as 20 minutes. Merci Eric. Je vais tout de suite commencer alors. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je n'ai pas pensé utile de faire une diapositive là-dessus. Donc la méthodologie que j'ai utilisée, c'est de rechercher dans PubMed les articles à partir des mots-clés Covid, Africa, Public Health Impact. Et j'ai sorti 1316 articles sur lesquels, à partir du titre, résumé et mots-clés, j'en ai éliminé un certain nombre pour en garder 201. Et à partir du contenu, c'est-à-dire de la méthode et résultats utilisés, il n'en restait plus à la fin que 111. Sur ces 111 articles, qui tous comparaient la période Covid avec une période équivalente antérieure, on a 22 articles qui concernent la région subsaharienne, enfin l'Afrique subsaharienne, et 89 qui concernaient des pays, entre 1 et 5 pays selon les cas. Je parle d'Afrique subsaharienne sans, alors évidemment pas l'Afrique du Nord, mais pas non plus l'Afrique du Sud, ce qui correspond à 25% des cas déclarés en Afrique. Ce point est important parce que, évidemment, c'est une petite partie de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, sachant que, en Afrique subsaharienne, sachant que l'Afrique du Sud était très majoritaire. Donc, ce qui est notable en ce qui concerne la Covid-19 en Afrique subsaharienne, j'aurais dû le préciser, c'est que l'incidence y a été plus faible que dans les autres continents. Alors on peut évidemment songer à tous les biais qu'il peut y avoir dans le recueil de données, et notamment la sous-déclaration, mais lorsqu'on examine la surmortalité, c'est-à-dire la mortalité une fois qu'on a exclu les causes identifiées de mortalité, y compris la Covid, on peut corriger un petit peu cette impression. Alors il y a eu plusieurs vagues successives, on va le voir tout de suite sur une diapositive, avec une très forte hétérogénéité dans le temps et dans l'espace. On voit ici que la coloration qui marque le nombre de cas cumulés de Covid, j'ai pris l'image du 15 août 2022, donc assez récent, on voit que l'Afrique est beaucoup plus claire que le reste que les autres continents. Et ici, on a bien une progression dans l'incidence entre la toute première vague qui se situe ici,
Cette toute première vague a eu une très faible incidence et un taux de mortalité, enfin de létalité, pardon, qui a été comme pour les autres continents, hein, d'environ 1%. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, dans le temps, les vagues successives, non seulement il y a une augmentation de l'incidence, mais il y a aussi une augmentation de la létalité jusqu'à une décroissance à partir de l'été 2021. Évidemment, cette courbe englobe l'Afrique du Sud, et donc il y a un biais terrible, puisque l'Afrique du Sud représente énormément de cas, alors que moi je me suis focalisé sur l'Afrique subsaharienne, moins l'Afrique du Sud. Donc on a eu une réduction très forte à l'accès aux soins. Ça a été hétérogène en fonction des pays et des zones, entre les villes et les zones rurales en particulier. Là encore, il y a probablement un biais de recrutement, enfin un biais d'information. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a suivi plusieurs, c'est multifactoriel. Ça a suivi bien entendu les vagues de Covid, mais ça a aussi suivi, ça a été surtout cette hétérogénéité, a été en fonction du système de santé, qui est propre à chaque pays, et donc avec des efficacités différentes, et également hiérarchisé en fonction des prestations et des services. On va y revenir. Dernier point très important, c'est que la première vague, où l'incidence de la Covid était faible, très faible même, a été celle où on a eu le plus fort impact. Ici, on a dans plusieurs pays, hein, vous voyez en bas du tableau, enfin en bas de la figure, Burkina Faso, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Kenya, etc. On a l'accès à différents types de services, de prestations. Les deux premières colonnes, il s'agit des visites prénatales. Et on voit que la première visite prénatale est relativement peu impactée, elle est même quasiment pas impactée par la Covid, ce qui est moins le cas de la quatrième visite prénatale. Et si on a ensuite delivery, c'est les accouchements, ensuite les césariennes. On a 3 colonnes correspondant aux vaccinations de l'enfance. Et puis, les 2 dernières colonnes, on voit que les consultations externes sont très fortement impactées, notamment dans certains pays, avec moins au Kenya, hein, moins de 30%, et également les hospitalisations. Si on regarde un petit peu plus précisément certaines de ces prestations, et en particulier dans le domaine de la vaccination, on voit que, c'est un exemple, hein, au Ghana, on voit que pendant la période de Covid, c'est-à-dire de mars à mai, la première vague de Covid, jusqu'à juin, on a un impact extrêmement fort, avec très peu de doses de BCG effectuées, et puis une remontée qui ne retrouve pas les chiffres antérieurs, hein, d'avant la pandémie, mais qui nous fait penser qu'il y a eu une forme de rattrapage. Concernant les personnes vivant avec le VIH, qui ont été évidemment beaucoup plus impactées du fait de leur vulnérabilité, on s'aperçoit que... Alors, il ne faut pas tenir compte du premier pic, enfin de la première... de cette période qui est celle des fêtes, hein, la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier, où il y a très peu, traditionnellement, il y a très peu de consultations, de dépistage et d'initiation de traitement. Mais par contre, on voit que la 13e semaine, ici, de 2020, il y a une chute extrêmement importante des tests et de l'initiation des traitements aux antirétroviraux. Alors après, il y a une différence entre les types de services. Par exemple, dans cette diapositive, on montre que les urgences qui correspondent aux 2 courbes du bas, qui est 2 courbes horizontales du bas, la consultation aux urgences était la même en 2019 et en 2020. Il n'y a pas eu de différence. Les urgences ont donc été relativement, apparemment, peu impactées. En fait, dans certains pays, ça a été impacté. Par exemple, il y a eu beaucoup moins de traumatisme, de traumatologie due à la circulation routière, puisque pendant la période de Covid, il y a eu très peu de circulation. Donc, évidemment, ça a impacté à ce niveau-là. En revanche, si on regarde les consultations externes, on s'aperçoit qu'en mai-juin, c'est donc les 2 courbes du haut,
en mai-juin 2020, il y a une très très forte chute, aux environs de 200-250 admissions, consultations, alors qu'habituellement, on est plutôt aux alentours de 1700-2000. Après, on peut regarder aussi les types de structures en termes de nombre de lits ou de nombre de consultations. Ici, dans la même ville, Addis Abeba, on a deux structures qui sont comparées au cours d'une étude et qui montrent que dans la petite structure, l'hôpital numéro 2, qui est la courbe rouge, il y a eu très peu d'impact de la Covid. Les consultations ont été stables. En revanche, dans la très grosse structure qui recevait entre 40 et 45 000 consultations par mois, il y a une chute vertigineuse qui est un peu d'ailleurs antérieure à la Covid, donc on pourrait se poser aussi des questions là-dessus, mais qui en tout cas est majeure au moment de la Covid. Enfin, pour être complet, pour considérer un autre aspect, ce sont les prestations de soins de santé primaire qui sont délivrées par des agents communautaires. Et ça, c'est très important et très intéressant. D'une part, on constate que toutes ces prestations sont restées stables. J'ai mis une barre verticale rouge qui marque le début des premiers cas de Covid en Ouganda, et on s'aperçoit qu'il y a eu très peu d'impact, voire pas d'impact du tout dans la majorité de ces prestations. Ce qui veut dire que les agents communautaires ont très bien résisté à la Covid, et même probablement suppléé dans une grande partie des cas à ce qui se faisait dans les centres de santé et les hôpitaux. Alors, quelles sont les causes de cet impact? Moi, j'ai divisé ça en trois parties. Des causes circonstancielles, c'est-à-dire toutes celles qui concernent les mesures de prévention prises par les gouvernements pour enrayer la pandémie, pour enrayer l'épidémie dans leur pays. Donc c'est le confinement, le couvre-feu, les restrictions de transport, etc. Et on sait bien que ça a été assez différent. Elles ne sont pas intervenues de la même façon ni au même moment dans tous les pays. Donc ça a joué un rôle un peu différent d'un pays à l'autre, d'où cette hétérogénéité. Il y a des causes structurelles qui sont liées au système de santé lui-même. Et on a vu par exemple les agents communautaires qui tenaient bien le choc. Et enfin des causes individuelles, c'est-à-dire que les personnes, que ce soit d'ailleurs des agents de santé ou la population, avaient une réaction par rapport à cela, et en particulier la peur de la contamination qui a beaucoup joué. Si on prend cette étude qui a été faite au Kenya, on s'aperçoit que la peur d'être infecté par la Covid, qui est la troisième ligne en partant du bas, a été majeure, a été une cause majeure qui a empêché les personnes de se rendre dans un centre de santé, quel qu'il soit. Ensuite, il y a la rupture d'approvisionnement en médicaments. Et là, vous pouvez voir que il y a trois barres. La barre en bleu qui est celle de juillet 2020, la barre en orange qui est celle d'août 2020, et en octobre, une barre beaucoup plus longue en octobre 2020, tout simplement parce que les stocks se sont épuisés et que là, il y a véritablement une rupture d'approvisionnement. On voit encore ici que parmi les facteurs, donc dans un autre pays, en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, parmi les facteurs, il y a le couvre-feu, enfin le confinement qui est responsable de 36% des refus d'aller dans un centre de santé. Et puis également, un point très important, c'est la perte des ressources, qui est un facteur évidemment très, très, très important. La peur du virus, qui est la 5e colonne, joue pour à peu près 20%. Alors, ces différents articles ont fait un certain nombre de recommandations par rapport à ces constats. D'abord, au niveau de l'organisation du système de santé, qui doit pouvoir gérer des flux. Il faut bien se rendre compte que la plupart des centres de santé ont eu à gérer les flux de Covid et des autres pathologies, mais en priorisant la Covid. La deuxième chose, c'est la formation du personnel de santé, notamment en termes d'accueil. Le gros problème a été
un conflit récurrent entre le personnel de santé et la population, parce que le personnel de santé n'avait pas les moyens, n'avait pas les médicaments, n'était pas formé. Et donc ça, il faut évidemment s'en préoccuper. Un certain nombre d'innovations technologiques sont très intéressantes. Le téléphone, la visio, les drones, le téléphone et visio servant à faire le diagnostic et à faire des prescriptions, et les drones servant à transporter du matériel puisque les routes étaient coupées, enfin pas les routes n'étaient pas coupées, mais il n'y avait plus de transport. Le renforcement de la médecine communautaire, on voit qu'elle résiste bien, mais encore faut-il la soutenir. Pas seulement financièrement, mais aussi lui donner un rôle assez précis et lui donner des directives qui vont dans le bon sens. Et enfin, un meilleur contrôle de l'information, ça c'est un point important. Je n'en ai pas parlé, non pas parce que c'est secondaire, mais tout le monde se souvient de cette infodémie qui a eu lieu, y compris au Nord. Donc en conclusion, il y a une réduction de l'accès aux soins au cours de la première vague, très importante, et ensuite un retour à la normale progressif, alors même que les vagues de Covid étaient plus intenses, plus fortes et plus meurtrières. Et puis cette forte hétérogénéité multifactorielle en fonction du temps, c'est-à-dire du cours de l'épidémie, bien sûr, mais aussi des lieux. On pense tout de suite à villes et zones rurales, et puis des prestations, comme si la population se déplaçait pour un certain type de prestations qui lui paraissent essentielles, et moins pour d'autres. Je pense notamment à l'odontostomatologie, l'ophtalmologie, etc., où ça a été un désert pendant les premiers mois de l'épidémie dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Les causes, bon, je ne reviens pas dessus, circonstancielles, les mesures de protection qui ont empêché la population d'accéder aux soins. Les causes structurelles, c'est un service de santé qui répond mal, qui répond à côté. Et puis les causes individuelles, la peur de la contamination en particulier. Donc à la fois dans le personnel de santé, qui ne voulaient pas se contaminer, on pense aux odontostomatologistes qui ont très vite fermé, et puis de la population. Cela dit, il y a quand même une bonne résilience du système de santé, puisque tout de suite après la première vague, l'accès est redevenu progressivement normal. Et puis, j'insiste encore sur le rôle important de la santé communautaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On verra avec M. Loyal, Milly Léris, et on a le temps pour des questions en fin de séance plutôt. Il faut rappeler pour les collègues qui sont au sud et qui n'ont pas pu venir que Jean-Philippe est donc le rédacteur en chef de la revue et qu'on est très friand d'avoir des articles sur ce problème du Covid et de la prise en charge pendant la période de Covid et en général pendant une période d'épidémie. Donc c'est un petit mot pour appeler les gens à écrire et à nous soumettre des articles. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je n'aurais pas dit mieux. Et tu ne l'as pas dit, donc je le dis pour toi. Trop de modestie. Bien, bon, le Covid, tout le monde est d'accord. On est encore dedans et on n'a pas fini d'en parler. Par contre, j'espère pour Madagascar que la peste ne reviendra pas d'ici longtemps. Et donc, on a demandé à un courageux infectiologue, chef de service à Madagascar, le professeur Mamir Andria, de braver les difficultés des consulats français à délivrer des visas et d'être enfin arrivé jusqu'à Marseille. Bon séjour à Marseille, bon séjour aussi à Paris parce que tu vas rester un petit peu. Et merci donc à Amélie Herry, d'avoir beaucoup fait vis-à-vis de ses collègues de l'administration française pour nous permettre d'avoir des collègues du Sud à ces journées du Pharo. Mamie, tu as 20 minutes et les questions seront plutôt à la fin de la séance. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du congrès de m'avoir donné cette opportunité de parler de l'accès aux soins pendant l'épidémie de peste pulmonaire urbaine à Madagascar en 2017.
Pour ce faire, voici le plan que nous allons adopter. Après quelques mots d'introduction, je vais faire quelques rappels sur la peste et le système de santé à Madagascar. On va voir ce qui s'est passé pendant l'épidémie en 2017. Oh, ça ne change pas. Le diaporama de... Ok, désolé. Et puis l'accès aux soins pendant l'épidémie, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant de conclure? L'accès aux soins est défini par l'OMS comme la capacité des personnes à recevoir des soins quand ils sont nécessaires et au bon endroit. Il est possible de voir des perturbations en effet au cours d'une épidémie pour différentes raisons et à degrés divers. Donc quand on parle d'accès de soins, il faut parler d'accès de soins pour les cas suspects concernés par l'épidémie et pour les autres malades aussi. La peste est une maladie infectieuse endémique à Madagascar. Normalement, elle réalise une épidémie saisonnière pendant l'été, de septembre à avril. Elle concerne surtout les hautes terres centrales à partir de 700 mètres, 800 mètres d'altitude. Madagascar reste le pays qui déclare le plus de cas à l'OMS. Et en général, ce sont des cas de peste bubonique et survenant en milieu rural. Mais en 2017, il y avait une importante épidémie qui concernait les grandes villes de Madagascar avec une prédominance pulmonaire de la maladie. Donc la peste, comme nous le savons, c'est une zoonose des rongeurs transmise à l'homme par piqûre de puce. C'est une maladie réémergente. Elle constitue toujours une menace potentielle pour le monde et dans le monde à cause du réchauffement climatique et du changement du comportement des réservoirs et des vecteurs, sans parler de la possibilité du bioterrorisme. Donc, Yersinia pestis, l'agent pathogène de la peste, est considéré comme l'un des agents les plus virulents au monde. C'est un germe anaérobie qui reste tout de même sensible à beaucoup d'antiseptiques et à beaucoup d'antibiotiques. Donc les réservoirs, en général, ce sont des rongeurs sauvages et aussi urbains ou domestiques. Pour le cas de Madagascar, il s'agit de Rattus ratus ou bien le rat noir. Et en milieu urbain, c'est Rattus norvegicus ou rat gris. On parle de la possibilité du rôle d'une musaraigne, Cincus murinus, à la côte est de Madagascar. Et pour les puces, c'est Xenochyopis, les vecteurs, et Synopsilus fankirnii. Donc la transmission, on la connaît en général, d'abord c'est une maladie animale, et puis l'épidémie chez l'homme est précédée par l'épidémie chez les rongeurs. Et puis à partir d'une piqûre de puce infectieuse, l'homme est infecté et va développer d'abord une forme bubonique. Et en cas de retard de prise en charge ou de prise en charge inadéquate, la peste bubonique va se compliquer d'une peste pulmonaire secondaire, dite secondaire, qui peut être à l'origine d'une peste pulmonaire primaire ou épidémique. Donc il existe beaucoup de moyens pour le diagnostic microbiologique, en passant par le TDR jusqu'à la PCR. C'est une maladie très grave, mais elle reste curable quand le traitement est instauré au bon moment. Et donc la plupart des antibiotiques marchent, sauf les bêta-lactamines, et quelques antibiotiques peuvent être aussi utilisés dans le cadre d'une chimioprophylaxie. Donc, contrairement à la peste bubonique, la peste pulmonaire est contagieuse, et on sait qu'il existe un risque de transmission chez les personnes asymptomatiques. Donc les centres de santé peuvent devenir un lieu très à risque de transmission. Et en général, il faut toujours faire beaucoup plus attention par rapport aux mesures de prévention et contrôle des infections. Le système de santé à Madagascar, la pyramide sanitaire à Madagascar ressemble à peu près à toutes les pyramides de santé dans le monde, du moins dans les pays en développement. À part le niveau vraiment communautaire, au niveau des districts, et en général au niveau des communes, c'est les centres de santé de base 1 et 2. Puis au niveau des chefs-lieux, c'est les centres hospitaliers de district 1 et 2. Au niveau régional, c'est des centres hospitaliers régionaux de référence.
Et puis au niveau des grandes villes, c'est les CHU. Donc le plateau technique, le nombre de ressources humaines varie un peu en fonction de ce niveau-là. Et puis, il y a en fait des liens entre les différents niveaux. Concernant la couverture sanitaire, elle est assez limitée et mal répartie. En fait, les hôpitaux sont beaucoup plus sont regroupés au niveau des grandes villes. C'est à peu près pareil un peu dans beaucoup de pays en développement. Et c'est aussi la même chose pour les ressources humaines. Déjà, on a une insuffisance de ressources humaines en général, mais les ressources humaines restent concentrées au niveau des grandes villes. Et au milieu rural, par exemple, il y a une difficulté d'accès aux centres de santé parce que 35% de la population doivent parcourir plus de 10 km pour atteindre le premier centre de santé de base. Donc, nous arrivons à l'épidémie de peste pulmonaire de 2017. Il s'agissait d'une épidémie de peste pulmonaire urbaine ayant touché 4 grandes villes de Madagascar. Elle a duré 4 mois. Elle a commencé exactement le 1er août 2017 et s'est terminée le 27 novembre 2017. Et elle a concerné plus de, on va dire, 58 districts. Donc, nous voyons ici sur la carte en rouge les villes concernées. En fait, l'épidémie a été déclarée d'abord à Tamatave, Thomasin. C'est une grande ville portuaire. Et puis, quand il y a des échanges entre Thomasin ou bien Tamatave et Antananarivo a été par la suite touché. Et quand Antananarivo a été touché, les autres grandes villes qui ne se trouvaient pas dans Antananarivo, comme Antirabé et Fenarazzo, étaient ensuite touchées. Mais c'était des villes qui sont très surpeuplées, avec une densité démographique très importante, qui était à l'origine de l'explosion, on va dire, rapide des cas de peste pulmonaire à Madagascar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, on a constaté la panique de la population qui s'est ruée vers les officines pour acheter des antibiotiques pour un visée prophylactique. Donc, on a constaté un épuisement des stocks d'antibiotiques au niveau de beaucoup d'officines. Et en fait, il y a une pratique d'automédication massive par ces antibiotiques. En ce qui concerne les consultations, il y avait, on va dire, 2 groupes de comportements. Pour le premier groupe de patients, c'était la ruée vers le centre de santé. Ils voulaient à tout prix savoir s'ils avaient ou non la peste, même s'ils étaient asymptomatiques. Et puis, le deuxième groupe, c'est des gens qui avaient peur de se rendre vers le centre de santé par peur d'être contaminés. Puis, la peur se trouvait aussi chez les soignants, avec beaucoup de réticence, parce que les soignants travaillant dans ces grandes villes-là ne savaient pas prendre en charge les cas de peste, parce qu'ils n'ont jamais vu, parce qu'habituellement, il n'y avait pas de cas de peste auparavant. Donc, il y avait beaucoup de cabinets privés fermés. Il y a des collègues qui ont refusé de consulter les patients qui présentaient des symptômes ou des signes évocateurs de la peste. Et puis, il y en a qui obligeaient leurs patients à appeler avant de venir pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient pour les autoriser à venir ou non. Pour le port du masque était obligatoire pour tous les malades. Donc, il fallait vraiment faire des choses avec une collaboration avec l'ordre des médecins pour redresser la situation. Mais la peur se voyait aussi dans les formations publiques sanitaires. En fait, les professionnels de santé dans ces secteurs, dans le secteur public n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de prendre en charge les patients. Mais pour réduire le niveau de leur peur et pour renforcer leur niveau de compétence, il fallait faire beaucoup de formations par rapport au diagnostic, à la prise en charge, aux mesures de PCI, c'est-à-dire de prévention et contrôle des infections, la réalisation de PCR, puis leur expliquer le nouveau circuit de patients. Et malgré tout cela, il y avait encore des collègues qui avaient peur, donc le ministère a dû recourir à la réquisition des personnels de santé. Donc, qu'est-ce qui a été fait pendant l'épidémie ? On a établi un nouveau circuit des patients. Et aussi, on a identifié des centres de référence que j'appelle ici centres d'isolement et traitement de la peste. Donc, pour Tananarive, c'était 2 centres, un troisième, et un troisième aussi, mais les autres hôpitaux participaient au tri des patients. Donc, il y avait en général de triage pour le cas non suspect, triage pour cas suspect. Quand il n'y avait pas de
de signes en faveur d'une peste. On hospitalisait les patients dans les hôpitaux de façon conventionnelle. Et puis, dans les cas où il y avait des suspicions, il fallait envoyer les patients au niveau des centres de référence. Et là, on a dû mettre en place un système de régulation, on va dire, efficient. Juste très brièvement, concernant le pré-triage, tout le monde y passait au niveau des hôpitaux. Là, on a mis une tente. C'est un examen très rapide. Donc, on recherchait l'existence d'une fièvre, d'une toux, d'un buban, d'une dyspnée, d'une hémoptysie. Quand il n'y en avait pas, c'est le triage habituel. On mesurait systématiquement la température avec un thermoflash. Et au niveau des triages, quand il n'y a pas de suspicion, c'est le circuit que l'on prend habituellement. Et puis, en cas de suspicion de peste, on utilisait une définition de cas qui n'était pas toujours suffisante. Donc, il fallait faire un examen plus approfondi, mesure des paramètres, réalisation des prélèvements et acheminement des prélèvements. En ce qui concerne, en fait, Antananarive, que je connais mieux que les autres villes, c'est qu'il y avait, comme je disais, 2 centres de référence. Le centre hospitalier Joseph Receta Befiladane, qui était un hôpital à vocation médicale, puis le centre hospitalier antipesteux, mais puis il y avait aussi l'hôpital militaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas, comme dans le cas de Covid, de saturation du système de santé. Et certains hôpitaux je dirais que certains hôpitaux n'étaient pas vraiment sous pression. Donc, il y avait, concernant les soins, l'accès aux soins, il y avait des perturbations. Mais en général, le fonctionnement au niveau des triages et des urgences se faisait quasi normalement. Puis, tous les services fonctionnaient presque normalement aussi. Toutefois, on a constaté la diminution du nombre de consultations des patients et puis la diminution des références des cas venant des autres régions. Et puis, on a dû mettre en place vraiment des mesures assez rigoureuses pour réduire la transmission au niveau des hôpitaux. Interdiction de visite à l'hôpital pendant toute l'épidémie. Port du masque obligatoire pour tous les usagers. Puis, certains collègues ont pris l'initiative personnelle de limiter les actes qu'ils considéraient comme un risque. Par exemple, comme ça a été dit, les ORL, les stomatos, ou bien la réalisation de fibroscopie. Et puis, certains ont reporté certains actes qu'ils considéraient comme non urgents. Pour l'accès aux médicaments, aux autres intrants de santé, pour le cas de peste en général, les médicaments étaient disponibles. Nous, on a dû utiliser d'abord les médicaments disponibles à la pharmacie de l'hôpital, en respectant évidemment le protocole national. Mais c'est les TDR qui étaient rationnés parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de besoins. Pour les autres pathologies, il n'y avait pas de problème particulier, parce que contrairement à la Covid, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de problème de déplacement, il n'y avait pas de problème de commande. Donc tout fonctionnait quasi normalement. Et par contre, pour les patients chroniques comme les PVVH, les personnes vivant avec le VIH, on a dû leur donner plus de quantité de médicaments. Juste un petit mot concernant le CSU Joseph Receta Befiladane où je travaille. Il a été l'épicentre de la prise en charge. C'est normal par rapport à ces spécialités qui existent. Donc, nous étions obligés de prendre en charge à la fois les cas de peste et les cas non peste, parce qu'il y a dans les différents services, c'est unique. Donc, par exemple, pour le soin intensif cardiologique, c'était chez nous. Pour les prises en charge des cas d'AVC, c'était chez nous. Donc, il y avait plusieurs choses qu'on ne pouvait pas déléguer. Donc, il fallait assurer la prise en charge des 2 cas. Et on a essayé de tout faire pour réduire la transmission nosocomiale et la contamination du personnel qui pourrait décourager les autres personnels, les autres soignants. Et puis, tous les soignants devaient participer dans les 2 secteurs, comme si on avait 2 hôpitaux dans un hôpital, parce qu'il y avait de plus en plus de cas de peste qu'il fallait gérer, ou de suspicion de peste. Donc il y avait plus de surcharge de travail et beaucoup plus de pression psychologique. Et là aussi, les besoins de pays étaient très, très importants. En résumé, l'accès aux soins était toujours possible avec probablement des perturbations, peut-être un retard de prise en charge ou de diagnostic pour certaines maladies comme le VIH ou bien la tuberculose ou autre chose. Il a fallu vraiment sensibiliser les professionnels de santé, les former, les rassurer et mettre en place une nouvelle organisation. Mais c'était tout de même une bonne crise c'était une opportunité pour renforcer les capacités des médecins sur tout le territoire à diagnostiquer et à traiter les cas de peste, à renforcer les compétences en matière de prise en charge et à prévention et contrôle des infections,
Il fallait donc aussi, ça a permis de diagnostiquer beaucoup de cas de tuberculose et de BPCO par exemple. Et c'était une occasion pour rappeler un médecin qu'on avait des obligations et des devoirs envers la nation. Mais c'était aussi une bonne préparation, un très bon exercice de simulation par rapport à d'autres épidémies à venir comme la Covid. C'était relativement facile pour nous. Et c'était une opportunité pour faire fonctionner un système de régulation qui avait mis du temps pour fonctionner correctement. Et cette épidémie nous a permis de constater l'effet de notre système de santé et d'améliorer ce qu'on pouvait améliorer pour apporter un peu plus de résilience dans notre système. Donc pour conclure, l'accès aux soins était toujours possible, avec quelques perturbations pendant l'épidémie de peste pulmonaire urbaine. Mais il a fallu mettre en place de nouvelles organisations, de meilleures coordinations, revoir les circuits des malades, et puis faire fonctionner le système de régulation. L'implication des soignants a été obtenue grâce à des formations diverses, aux dons d'équipements de protection individuelle aussi, aux dons de chimioprophylaxie. Et cette épidémie, il faut le signaler, l'épidémie par rapport à la Covid était de plus courte durée. Et il n'y avait pas vraiment de saturation de tous les hôpitaux, mais peut-être un peu plus de pression au niveau de notre hôpital. Et sur ce, je vous remercie de votre très aimable attention. Merci Mamie. On va te laisser regagner les sièges pour voir les autres interventions sans avoir un torticolis. Je vous rappelle que Mamie Randria est notre correspondant à Madagascar pour la Société. On va changer de secteur et de maladie. Merci à René Emiliani d'avoir préparé un topo sur ce qu'il connaît bien, puisque en tant qu'homme de santé publique, épidémiologiste, il était sur le terrain, en Guinée en particulier, au moment de l'épidémie d'Ebola de 2013-2016. Et donc, il a pu observer les problèmes positifs ou négatifs, parce qu'on a vu qu'il y avait des conséquences positives avec Mamie de ces crises sur le système de santé. Donc plutôt optimiste, plutôt pessimiste, on va voir ça avec l'intervention de René. Merci beaucoup, tu as 20 minutes. On aura peut-être un peu de temps pour les questions parce qu'on a gagné quand même quelques minutes. On n'a pas gagné, on n'a rien gagné, on a perdu. 20 minutes. Alors, je vais essayer de parler dans le micro parce qu'en général, je n'arrive pas à le faire. Je vais essayer de bien tenir le micro pour qu'on m'entende. Vous m'entendez bien ? Donc, je voudrais d'abord, comme tout le monde, remercier les organisateurs, mais surtout Éric Pichard qui m'a proposé ce sujet lors d'une réunion de la Société. Donc, accès aux soins en contexte épidémique, vous avez compris que c'est le thème de cette session. Et moi, je vais essayer de traiter l'exemple d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2013 à 2016. Alors, j'ai vu que Jean-Philippe Chipot a fait une recherche sur Google, a trouvé beaucoup d'articles dans ce domaine. Moi, j'ai cherché, mais il n'y avait pas tant d'articles sur le domaine. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns et je vais vous présenter ces résultats. Alors, la suite. Alors, mon plan, je l'ai adopté d'une publication dans une revue de santé publique que j'ai trouvée assez synthétique. Alors, je l'ai un peu modifiée. L'épidémie de maladie à virus Ebola, bien sûr, elle va provoquer des cas et des décès par le virus lui-même. Mais elle va provoquer aussi des décès, au final, indirectement, par la baisse d'offres de soins et par la baisse d'utilisation des soins par les populations. Alors ça va toucher tous les types d'activités, ce qui a bien été démontré pour la Covid. Et puis au bout du bout, il va y avoir de la mortalité. Puis après, je ferai quelques lignes de conclusion. Alors pour commencer, rappel rapide, le bilan humain mondial de cette épidémie, il a été énorme, puisqu'elle a duré de décembre 2013, le premier cas chez un enfant de 2 ans, à avril 2016, le dernier cas au Libéria. C'était le virus Ebola Zaïre, mais un variant à qui on a donné le nom de la rivière proche de la zone d'émergence, la rivière Makona. Donc c'est le Ebov-Mac, qui a été isolé par le P4 de l'Institut Mérieux en fin mars 2014. Au total, alors j'ai souligné déclaré parce que là, ce sont des données déclarées et on sait qu'il y a de la sous-déclaration, de la sous-notification. On verra quelle est peut-être la réalité en termes de décès en tout cas. Donc plus de 28 000 cas, dont 53% étaient confirmés, tous ne l'étaient pas.
c'est déjà un exploit quand même pour une épidémie de cette intensité. 11 325 décès déclarés. Bon, on peut discuter de la qualité de cette létalité parce que, bon, on n'en parlera pas. 17 000 survivants. Alors ces survivants ont eu des problèmes chroniques ensuite. Enfin, il y a eu des cohortes qui ont été constituées dans les 3 principaux pays, que sont la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, qui ont déclaré quasiment tous les cas. Ailleurs, ça a été anecdotique. Et 22 000 orphelins. Bon, je dois mal taper, voilà. Alors, avant de passer dans les quelques facteurs favorisants, j'ai trouvé un article que je trouvais intéressant qui a parlé de l'hétérogénéité de la transmission. On sait que pour toutes ces épidémies, c'est hétérogène, hein, c'est pas de façon homogène partout. Et une équipe de Berne a étudié, a réestimé le taux de contamination, le R0, dans tous les districts des 3 pays au moment de la phase exponentielle précoce de l'infection. C'est ce qu'on fait en général pour calculer le R0, en tout cas au début. Et ils ont étudié ce qui était corrélé à ce R0. Il y a 2 facteurs qui étaient corrélés positivement, c'était la forte densité de population et le score de richesse élevé. Et donc ils ont conclu que c'est le développement urbain rapide en Afrique de l'Ouest qui peut avoir contribué à l'ampleur de l'épidémie. Alors ce n'est pas le seul facteur, mais je voulais mettre celui-ci en exergue. Alors les facteurs sont multiples, je les ai déjà présentés quand j'ai parlé d'Ebola, donc je ne vais peut-être pas citer tous les premiers qui sont après le mot « outre ». Je vais insister sur le fait que c'est sans doute ce que j'avais dit la dernière fois, les insuffisances et les difficultés de la mobilisation et de la communication avec les populations dans les premiers mois qui ont contribué à augmenter la méfiance des communautés, l'ampleur et la gravité de l'épidémie et qui expliquent en partie les limites des résultats de la riposte. Et on peut se poser la même question et faire le même constat pour beaucoup d'épidémies dans beaucoup de pays. La communication aux populations est certainement un des éléments importants de la lutte et qui est en général mal maîtrisé. Alors, on en vient, si j'y arrive, bien sûr. Peut-être je ferai comme ça. Alors, je vais passer aux preuves des différents facteurs qui ont contribué à la baisse d'activité de soins et de prévention dans tous les domaines. Le facteur primordial dans Ebola, c'est que c'est un nouveau virus qui n'est pas connu de la population et qui est gravissime. Le virus Ebola Zaïre, même si c'est le variant Makona, est un virus qui a une létalité potentielle de 90%. Donc la population ne connaissait pas ce virus et tout le monde avait peur au début, y compris les soignants. De nombreux soignants qui étaient en première ligne ont été contaminés et sont morts d'Ebola. Alors les chiffres, pour apporter des preuves, l'OMS en mai 2015 a étudié les 815 cas de fièvre Ebola chez les soignants. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a globalement 2 vagues, pour parler en termes Covid. Une petite, celle qu'on voit jusqu'en mai 2014, au moment où les 3 pays sont contaminés, et une plus grande, alors là, qui monte de façon exponentielle, et c'est le fort de l'épidémie. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on regarde le pourcentage de soignants qui ont été contaminés, on voit que c'est toujours au début de ces vagues que beaucoup de soignants sont contaminés. Alors rapidement dans la population, oui, je voulais préciser quand même que ne sont pas pris en compte dans ces soignants les guérisseurs traditionnels qui ont beaucoup compté aussi pour les contaminations. Dans la base de la Guinée, il y avait 14 qui étaient identifiés comme guérisseurs. Mais ils ont été des facteurs de propagation importants et en Guinée et au début en Sierra Leone. Pardon. Alors, c'est personnel, c'est l'ensemble de la palette des personnels, mais ce qui domine, c'est pour 2/3 les médecins et les infirmiers. J'en dirai pas plus. Alors, le personnel médical va être rapidement considéré par la population comme un vecteur potentiel d'Ebola. Tout le monde a peur et on pense que c'est eux qui vont transmettre. Peu de personnes vont donc s'adresser aux services médicaux par peur d'être exposées au virus, mais aussi par peur de la stigmatisation. C'est une maladie stigmatisante. On montre du doigt, on met à l'écart, on ne veut pas voir, comme l'a fait le VIH-Sida pour tous nos anciens qui ont travaillé sur le VIH-Sida. Les établissements de santé, certains sont fermés à cause de ça, parce qu'il y a des soignants qui meurent, parce que les soignants désertent ils fuient, comme ça a été dit, je crois, pour la peste.
peut-être moins pour Covid. Alors j'ai mis 2 exemples. Il y a eu un afflux massif de patients à Monrovia, la capitale du Libéria. Alors l'exemple, c'est l'hôpital de la Rédemption à Monrovia. Ils ont fermé pendant plusieurs semaines certains services d'hospitalisation. Pas l'ophtalmo, les choses qui sont peut-être jugées moins importantes, mais des services, des unités de santé maternelle infantile. Alors ça compte quand même. Et quand ça s'est fermé, ça fait ça d'enfants et de femmes qui peuvent bénéficier d'un traitement efficace et des services de chirurgie. L'autre exemple, c'est certains établissements ont changé leur fusil d'épaule, c'est-à-dire que là, c'est l'exemple du centre de référence césarienne qui est connu, de MSF à Gondoma en Sierra Leone. Ils ont arrêté de faire des suivis de femmes et des accouchements et ils ont créé un centre de traitement Ebola. Donc tout ça va contribuer à la fermeture d'établissements. Alors, une équipe de l'université Johns Hopkins a essayé d'estimer quelle était la baisse moyenne d'utilisation tout service. Alors, ils ont fait un échantillon sur les 3 pays de 235 structures de santé de tout niveau et ils ont estimé à 18% en moyenne la baisse d'activité liée à Ebola. Alors, ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'après, ils ont fait une stratification en fonction de l'intensité d'Ebola dans les zones d'influence de ces différentes structures de santé. Et donc, quand Ebola avait très faiblement investi ou pas du tout les zones, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de baisse moyenne, ça n'a pas vraiment touché. Par contre, dès que l'intensité de l'infection dans les zones de ces structures de santé augmente, on va augmenter la baisse moyenne d'utilisation. Elle est maximum dans les zones où Ebola a le plus frappé, et en particulier dans les zones urbaines, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors une autre étude, parce qu'il y a des multiples études qui n'ont pas toujours les mêmes schémas, mais bon, ça nous donne des informations qui doivent, à mon sens, recouper ce qui s'est passé dans les 3 pays. Là, c'est une étude réalisée par l'Université du Massachusetts aux États-Unis, au Libéria. Bon, les Américains sont très liés au Libéria. Donc ils ont fait une enquête dans les 15 districts du pays auprès de 54 chefs de famille pour leur demander quelles étaient les raisons de non-accès aux soins. Il y en a 3 qui prédominent. Alors il y en a d'autres, mais les plus importantes, c'est celle-là. La peur des structures de santé, sans doute par le fait d'être contaminés, le refus des personnels de santé, qui eux-mêmes avaient peur et donc ont refoulé les malades, qui peut-être présentaient des signes d'Ebola, et puis les structures de soins qui étaient fermées. Donc on recoupe ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. En Guinée, alors là je montre quelques résultats qui concernent chaque pays dans les différentes prestations de santé. Le directeur général de la santé, le professeur Diakité, avait été invité par l'Académie nationale de médecine de France à présenter la situation de la Guinée. Et alors il compare entre janvier-août 2013 avant l'épidémie et janvier-août 2014 après l'arrivée de l'épidémie, l'activité, le fonctionnement du système. Il constate une baisse des consultations significatives, 58%, une baisse des hospitalisations, 54%, des accouchements, 11%, des césariennes, 16%, et les vaccinations des enfants, 30%. Mais il ajoute dans son topo à l'Académie de médecine que près du quart des centres de santé étaient fermés en novembre 2014. Ça veut dire que beaucoup de structures de santé étaient fermées. La population n'avait plus du tout accès. Par fuite, par décès des personnels de santé. Donc c'est une première vision et on voit l'impact majeur. Mais on n'a pas une idée dynamique vraiment de la situation. Alors une autre étude plus intéressante, c'est l'Université de Washington qui a publié ça. Elle a recueilli les données mensuelles de près de 400 établissements de santé et elle a fait la moyenne de certains indicateurs. Consultation. Alors les barres rouges parallèles sur le schéma, c'est la période où il y a eu Ebola. Et on voit pour les consultations une baisse rapide dans les 2 ou 3 premiers mois des consultations. Ensuite ça remonte, puis ça n'atteint pas le niveau antérieur en post-épidémique, mais on commence à retrouver une activité similaire. Ils estiment à près de 800 000 le nombre de consultations non réalisées. Ce qui est non-consultation, ça veut dire retard de traitement, ça veut dire des décès. Enfin, on peut imaginer que derrière, il y avait des malades qui avaient des pathologies spéciales. Alors, par exemple, les infections respiratoires aiguës. De la même manière, ils estiment qu'il y a eu
Alors vous voyez, c'est le même type de chute, hein, en 2-3 mois, c'est là qu'il y a la baisse brutale des indicateurs. Près de 55 000 infections respiratoires aiguës non traitées. Alors on peut imaginer que beaucoup ont eu un pronostic négatif. Les injections, alors c'est peut-être plus anecdotique, mais ça fait partie des programmes en route. L'injection de progestatifs pour la contraception des femmes, on voit une baisse aussi. Ils ont estimé à environ 16 000 injections non réalisées. Donc, des bébés, enfin, etc., etc. Donc, un préjudice pour la population, quelque part. Au niveau de la surveillance des femmes enceintes, diminution des premières visites prénatales, environ 13 000. Diminution au niveau de la visite prénatale 1. Diminution des accouchements en établissement de santé, 7 000. Et puis, diminution des visites postnatales à 6 semaines, 17 000. Voilà. On a toujours le même profil, c'est-à-dire avec Ebola, en tout cas au Libéria, on a une chute brutale de ces indicateurs. Donc, et après, ça repart. Un peu ce qu'on a vu avec les 2 autres exemples, c'est-à-dire qu'il y a une certaine résilience. Et puis, il y a bien sûr l'effet des mesures qui sont prises avec une population qui comprend mieux ce qui se passe, parce que même si la communication a été insuffisante, c'était surtout au début. Non, j'ai appuyé 2 fois, pardon. Alors, un exemple sur un hôpital public en Sierra Leone, à Moyamba. Moyamba, c'est un district qui est juste sous la capitale de la Sierra Leone, Freetown, et qui a été assez touché par Ebola. Et donc, là encore, comparaison de 2 périodes, avant l'épidémie, après l'épidémie. En termes de consultation ambulatoire, comme tout à l'heure, moins 57%. On retrouve les chiffres nationaux de la Guinée. Mais on voit bien qu'il y a une baisse importante des consultations, une baisse importante des admissions en maternité, des admissions. Alors là, j'avais pas ces données dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, mais les urgences pédiatriques. Et on voit qu'il y a 75% du nombre d'urgences qui ont diminué entre les 2 périodes. Et le paludisme pédiatrique, 80%. Donc on peut imaginer que derrière, il y a des décès d'enfants, bien évidemment. L'impact sur la chirurgie, ça touche tous les types de prestations. Ça, c'est une étude réalisée sur 40 hôpitaux répartis sur l'ensemble du pays, donc c'est assez solide. Hein. C'est peut-être pas de la fine épidémiologie, mais c'est quand même assez solide. Ça touche, alors on observe dans les admissions une chute brutale également avec l'apparition de l'épidémie de l'indicateur admission, et ça touche tous les types de structures, qu'elles soient publiques, privées non lucratives ou privées lucratives. Donc tout le monde est touché, hein. Ce n'est pas juste un type de formation. Les interventions chirurgicales, c'est la même chose. Quand on compare les interventions entre 2012, avant Ebola, et après Ebola, on voit bien là, sur la figure, qu'il y a une diminution significative. Les soins obstétricaux en Sierra Leone, là c'est une enquête nationale sur 32 établissements qui ont eu une activité sur la période d'études janvier 2014 et mai 2013, même si elle était faible. Hein. Et donc on voit une baisse de 21 et 22% des accouchements et des césariennes par rapport aux données, c'est les données moyens hebdomadaires, hein, avant Ebola. Et puis, on voit qu'au moment de le ralentissement d'Ebola, dans la phase où l'épidémie est en train de se terminer, il y a encore un impact sur l'activité accouchement et césarienne. Ah oui, pardon. Il y a eu environ 5000 césariennes réalisées en établissement institutionnel dans ce pays. Et les auteurs estimaient, en fonction du taux de césarienne, qui est selon l'OMS 10 à 15%, qu'il y avait environ 17 000 à 28 000 femmes qui avaient besoin d'une césarienne, qui n'ont pas été prises en charge. Alors bien sûr, ça englobe des césariennes liées à la situation Ebola, mais aussi à la situation habituelle dans le pays. Toutes les femmes ne vont pas en établissement institutionnel quand elles ont besoin d'une césarienne. On passe maintenant aux grandes pandémies, tuberculose, VIH. Là, j'ai pris l'exemple du rapport national VIH-Sida de Guinée. En 2014, les patients tuberculeux VIH, il y en a 65% qui n'ont pas bénéficié par rapport à l'année 2013 d'un traitement adapté. Donc il y a une baisse de cette activité. La délivrance des antirétroviraux en Guinée, une étude comparative faite par une équipe de Soltis entre Conakry,
qui présente la plus grande file active est hors Conakry. Et on voit qu'il y a une baisse de la distribution, de la délivrance des antirétroviraux à Conakry, et en lien direct avec l'épidémie d'Ebola, d'autant que le plus grand service se trouve dans le CHU Donka, qui est dans la capitale, et c'est là qu'a été implanté le premier centre de traitement Ebola en Guinée, enfin pour cette région maritime. Pour les traitements antipaludiques, on observe la même chose. Une équipe faite par un petit centre de recherche rural qui se situe en Guinée. On a eu une baisse pendant la période Ebola des antipaludiques oraux distribués aux enfants de moins de 5 ans. La même étude que tout à l'heure au Libéria sur les près de 400 établissements, là aussi on voit une baisse des traitements par combinaison de thérapeutiques à base d'artémisinine. Les auteurs estiment à moins de 100 000 traitements distribués. Donc derrière, on imagine des malades qui peuvent évoluer gravement. Une autre endémie, c'est la maladie du sommeil, la trypanosomose humaine africaine en Guinée. Il y a un foyer en Guinée maritime, tout le long de la côte. Avant l'épidémie, pendant environ 2 ans, 2012-2013, il y a eu 32 000 personnes qui ont été dépistées activement. Et ensuite, ceux qui sont positifs, ceux qui sont... un certain nombre de patients sont traités. Avec Ebola, il y a un arrêt total de ce dépistage. Donc, n'effectue que de la surveillance passive qui est renforcée, mais enfin, qui ne recrute pas autant de patients. Et là, on voit que pendant la période Ebola, une augmentation de 75% des formes de stade 2 neurologiques. Les traitements de la maladie du sommeil qui sont initiés, il y a une baisse de 62% des traitements. Donc il n'y a pas une prise en charge de tous les patients dans ce foyer actif. Et la proportion de visites pour la surveillance post-thérapeutique, il y a une baisse de 63 et 70% à 3 mois et 6 mois par rapport à la période de comparaison 2012-2013. Et puis les auteurs, dans l'article, montrent qu'il y a une diminution de l'espérance de vie corrigée de l'incapacité. On est. Oui. J'arrive. Alors, en termes de cancer, on voit que c'est la même chose. Il y a une baisse en particulier de... Les cancers les plus fréquents, pendant la période Ebola, on a une baisse de la prise en charge de 21% des cancers du foie, 28% des cols de l'utérus et 31%. Les vaccinations, quand on prend les données OMS estimées, on a une baisse de toutes les couvertures vaccinales. Quand on reprend l'étude du Libéria, c'est la même chose. Dose BCG, le pentavalent, le vaccin rougeole. Alors, il y a une baisse importante d'environ 25 000 vaccinations pour les 2 premiers. Pour l'autre, il y a moins d'incidence parce qu'il y a une campagne de vaccination qui a été réalisée. Un point important, c'est l'insécurité alimentaire. Dans les 3, c'est la carte de gauche, dans les 3 pays, le PAM estimait qu'il y avait 1 600 000 personnes en insécurité alimentaire. Cette insécurité va s'aggraver avec la crise sanitaire provoquée par Ebola et on arrive à 6 millions de personnes en insécurité par des rendements agricoles qui diminuent, des fermetures de marchés, restrictions commerciales, l'interdiction de la vente de brousse qui a posé beaucoup de questions. Et puis pour les aliments disponibles, il y a une augmentation des denrées alimentaires, ce qu'on observe chez nous. Alors, au niveau du système de santé, les enfants qui arrivent malnutris et malnutris sévères sur cette étude, ils sont moins diagnostiqués. Par contre, en post-Ebola, on a une augmentation à nouveau des diagnostics. Par contre, en termes de succès thérapeutique des malnutritions sévères compliquées, là, on n'a quasiment aucun succès. C'est l'histogramme en rouge qui est en dessous. Alors la mortalité, il y a un excès de mortalité maternelle et infantile des enfants de moins de 5 ans. Chez les femmes, vous voyez que sur les 3 pays, l'augmentation de la mortalité est variable, enfin elle est quand même élevée, 38 à 111% selon le pays, et chez les enfants, 10 à 28%. René, les décès, je termine. Je suis toujours un peu long, mais j'ai tellement envie de parler de ça. On est très... oui, on est pressé par un autre homme. Oui, je sais.
L'OMS a réanalysé les données de décès Ebola et elle a estimé à 19 912 décès, alors que 11 000 avaient été déclarés. Elle a ensuite calculé les décès indirects sur 4 maladies importantes, la tuberculose, le VIH-Sida, la rougeole, le paludisme. Elle trouve à peu près le même chiffre de décès en excès. Hein. Je ne parle pas de tous les décès, mais ceux qui sont en excès par rapport à ces maladies. Il faudrait ajouter à ça les décès liés à d'autres maladies pour lesquelles je n'ai pas trouvé de publication, que ce soit les diarrhées, les infections respiratoires, la malnutrition, les césariennes, les cancers. Alors, conclusion, Ebola, vous l'avez compris, c'est la plus grave épidémie depuis 1976, avant ce qui est survenu après, mais là, c'était la plus importante. C'était un virus qui apparaissait dans une population qui ne le connaissait pas, qui était très virulent, donc avec tout ce que ça entraînait comme violence et comme refus. Les systèmes de santé dans ces 3 pays, ils sont très précaires et ils n'étaient pas préparés à ça. Ils font partie ils sont dans les derniers dans le développement humain, hein. Je répète l'insuffisance, les difficultés de communication, et je renvoie à l'article de Bernard Sett qui est présent dans la salle et qui a parlé de la communication en santé qui doit se fonder sur la culture de la santé de la population. Ça a diffusé largement dans les 3 pays, mais ce qui a été nouveau, c'est la diffusion dans les villes et en particulier dans les capitales. Une chance pour les populations des zones à risque d'Ebola, c'est la première fois qu'on a utilisé un vaccin Ebola qui était efficace et avec succès. On voit que l'impact sanitaire indirect, il a été très important par la baisse de l'accès aux soins. Je schématise, mais globalement, on a eu 20 000 décès estimés dus au virus lui-même et 20 000 décès indirects estimés au moins, comme il est dit dans la publication de l'OMS. Et ça touche les femmes surtout et les enfants. Alors je passerai vite sur le problème des... Tout ça est révélateur des incapacités des systèmes de surveillance, des incapacités des systèmes de santé, et ça donne les axes d'action. Alors la Guinée, j'ai quasiment fini. Il faut finir. Je sais qu'il faut finir. Il reste 0,2 secondes. Mais bon, la Guinée s'est penchée et a réagi. Bon, les autorités, le ministère de la Santé a créé un élément de vision pour une Guinée émergente à l'horizon, dans lequel il y a un tas de mesures qui sont prises pour améliorer la couverture de santé universelle par le renforcement du système de santé, etc. L'OMS Guinée a évalué beaucoup des indicateurs en 2021 par rapport à 2016 vont dans le bon sens. Il y a plus de lits, plus de personnel. Il y a un budget de santé qui est passé de 3,8% à 10%. Il n'est pas encore à ce que voudrait l'OMS, en particulier 15%. Mais c'est pas mal. Voilà. Et je termine. Prévenir, il fallait bien que je finisse ça, c'est aussi un programme national de renforcement des capacités en matière de résilience, réduction des risques et gestion, avec une agence nationale de sécurité sanitaire qui a pris la place de la coordination nationale et des centres opérationnels, des équipes de préfecture et des centres de traitement des maladies à potentiel épidémique avec des laboratoires. Et puis, on l'a vu, un renforcement des systèmes nationaux enfin, plein d'informations. On n'a pas oublié les jeunes non plus avec le ministère des Jeunes. On n'a pas oublié l'agriculture avec travailler sur l'insécurité alimentaire. Et je termine par l'épidémie d'Ebola qui a eu lieu en février 2021, qui a été étudiée en particulier par l'Institut Pasteur de Dakar et qui a démontré que c'était directement en lien avec l'épidémie de 2013-2016. Mais elle a été vite contrôlée en 5 mois. C'est celle qui se situe en haut à gauche de ma carte, avec une létalité de 52% et plus de 10 000 vaccinés. Au total, depuis qu'on a instauré la vaccination, il y a environ 350 000 personnes qui ont bénéficié du vaccin avec succès. Merci René. Voilà. Je vous remercie. Et merci beaucoup. Comme d'habitude, je m'excuse auprès de l'orateur suivant pour avoir... Je ne sais pas si j'ai beaucoup... Non, on va se débrouiller. Voilà. Il n'y aura pas de questions. Merci René pour cette revue. Je ne peux pas, devant un sujet aussi passionnant, faire ça en 3 mots. Merci pour cette revue très structurée et passionnée. Voilà, passionné, oui. On va appeler donc le professeur Renaud Pierroux, qui est très difficile d'ailleurs à cerner, puisqu'il est à la fois clinicien, mais en même temps épidémiologiste, il est parasitologue, mais en même temps infectiologue. Tu dois être Gémeaux quelque part, hein. Il est à la fois marseillais, mais aussi parisien.
En tout cas, fin connaisseur du choléra, mais aussi bon écrivain et même romancier, parce qu'il faut vraiment lire son livre Choléra Haïti 2010-2018, édition CNRS, qui se lit comme un roman. On ne peut pas s'en décoller, hein. C'est une nuit de lecture. Merci, Renaud. Tu as passé une nuit blanche? Oh oui, blanche. Bon, merci, merci pour l'invitation. 20 minutes. Merci pour m'avoir proposé de faire le lien entre Haïti, le choléra et l'accès aux soins. Et malheureusement, ce week-end, deux nouvelles se sont télescopées qui font que je vais complètement inverser le propos. Je vais bien parler d'Haïti, du choléra et de l'accès aux soins, mais on va voir que le problème de l'accès aux soins peut être aussi un générateur d'épidémie. Et non pas l'épidémie qui entraîne un problème d'accès aux soins. Donc je vais plutôt le traiter de cette manière-là. Les deux nouvelles, les voilà. La première, en fait, j'étais à Kinshasa pour travailler pour l'UNICEF. Ça nous est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. Et en fait, un redémarrage du choléra en Haïti. Redémarrage à Cité Soleil et à Carrefour Feuille, deux endroits tenus par les gangs. C'est connu, c'est une zone qui pose problème. C'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que quand on regarde le premier site REP, moi j'ai vu un truc tout à fait extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça sur un site REP. C'est les key figures. Vous voyez, 50K. C'est les gallons de fuel qui sont nécessaires à la DINEPA tous les mois. Alors, dans un site REP sur le choléra, vous voyez quand même, c'est pas habituel. On n'est pas sur un contexte habituel. Généralement, je sais pas, on peut dire l'accès aux soins, on peut dire les médicaments nécessaires. Et là, l'accent est mis sur le fuel, sur les carburants. Alors, pourquoi l'accent est mis sur le carburant et pourquoi l'accès aux soins est touché? Parce qu'en fait, on est en pleine guerre en Haïti en ce moment. Mais on est en une guerre qui oppose le gouvernement, on y reviendra. Il n'y a plus de président de la République, on reviendra aussi pourquoi. Mais le gouvernement et la police haïtienne s'opposent à un consortium, une fédération de gangs. Il y a à peu près 400 gangs sur la zone de Port-au-Prince, mais il y en a 9 qui se sont fédérés sous le nom de G9, avec à leur tête un chef de gang qui s'appelle Jimmy Chérizier, mais qu'on connaît mieux sous le nom de Barbecue. Ça dit un peu sa manière de travailler, très marseillaise aussi. Hein. C'est des choses qui existent à Marseille. Et voilà donc ce qui m'amène à changer mon topo sur l'accès aux soins et la lutte contre le choléra lors de l'épidémie d'Haïti. Alors quand même, pour qu'on comprenne que déjà le choléra, c'est pas forcément qu'une histoire de santé publique et ça a des conséquences géopolitiques, rappelons un peu l'épidémie de 2010-2019. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur Haïti à ce moment-là? C'est que Haïti était déjà sur un problème de sécurité intérieure et de problèmes de gangs qui avaient amené d'abord des Américains et puis ensuite l'ONU à intervenir et à mettre une mission de stabilisation, une mission de maintien de la paix dans un pays qui n'était pas vraiment en guerre mais qui avait cette instabilité politique majeure. Donc ils étaient là depuis 2014. Il y a eu aussi en janvier 2010 un tremblement de terre très important. Et en octobre 2010, 9 mois après, une épidémie de choléra vraiment majeure. Les ordres de grandeur, c'est 10 000 morts officiels, mais on peut parler de plusieurs dizaines de milliers de morts. Finalement, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que René a présenté sur Ebola. Vraiment une mortalité très importante. Et puis, la MINUSTAH est partie en 2017. Alors, le contexte, c'est ce tremblement de terre de janvier 2010, pile dans la région de Port-au-Prince, avec finalement le bâti haïtien n'est pas du tout protégé contre les tremblements de terre, même s'il n'était pas d'une importance, il était d'une magnitude autour de 7 sur l'échelle de Richter, ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement élevé, mais ça a fait entre 100 000 et 300 000 morts. D'ailleurs, on ne sait toujours pas les compter, ça dépend des sources.
Et c'est là que 9 mois plus tard, on a une épidémie qui démarre de manière extrêmement violente dans la partie nord du pays, à Saint-Marc, à proximité du delta du principal fleuve de l'île d'Hispaniola, qui est l'Artibonite. Et le fait que ce soit à proximité du delta de l'Artibonite a amené un certain nombre de scientifiques, en particulier américains, à mettre en avant leurs théories sur le choléra, et en particulier sur le lien entre le choléra, la microfaune et flore des environnements d'estuaires, et le fait que Vibrio cholerae se retrouve sur le plancton, est augmenté quand il y a des blooms de plancton, et ce serait, selon cette théorie, le point de départ des épidémies qui démarraient en zone côtière. En fait, cette théorie, depuis, a été totalement battue en brèche par les données du séquençage total qui ont montré une paternité, une filiation complète entre toutes les épidémies qui ont été diagnostiquées sur la 7e pandémie. Et en fait, même si ça démarre des fois en zone côtière, c'est toujours quelqu'un qui amène le choléra, c'est pas les souches locales qui font cette émergence. Ça, c'est un point important. Mais à l'époque, c'était pas clair, et la parole de ces scientifiques avait été largement mise en avant. Donc, finalement, il y avait une sorte de consensus pour dire que c'était, finalement, le choléra était dans l'environnement, et la cause était plutôt du réchauffement climatique et une anomalie climatique cette année-là, qui n'est pas si évidente que ça, mais qui a été mise en avant. En face de cette cause, une autre hypothèse avait été évoquée, mais portée avec une argumentation assez limitée, comme vous pouvez voir, et par des personnes qui n'avaient pas beaucoup de légitimité, même s'ils étaient les témoins de première sur place, parce qu'il faut toujours entendre ce que peut dire la population. Des fois, ils voient des choses et ils savent des choses que l'on doit prendre en compte. Et donc, il y avait déjà des manifestations qui disaient non, ça n'a pas commencé au bord sur le delta de l'Artibonite, mais au plein cœur du pays, du côté de Mirebalais. Et donc, j'avais été moi-même mandaté pour faire l'investigation de cette épidémie. Et ça nous a amené effectivement autour d'un camp militaire qui se trouvait dans le cœur du pays, à proximité de Mirebalais, un peu en amont. Et ce camp militaire était vraiment... on voit là le camp entouré de vert, et on voit un petit village entouré de rouge. Vous voyez peut-être une dizaine de maisons à tout casser, peut-être un tout petit peu plus. Et c'est là que se sont trouvés les premiers cas. Premiers cas qui d'ailleurs ont été investigués, ont donné lieu à des prélèvements, et donc on a une confirmation microbiologique de ces cas, et c'était avant la flambée de l'Artibonite. Et puis, un peu plus en aval, on avait la ville de Mirebalais et cette épidémie qui s'est passée à Mirebalais avant, avec 2000 cas la première semaine de l'épidémie, quelques jours avant que ça démarre du côté de Saint-Marc. Ces 2000 cas ont rapidement disparu des tablettes pour faciliter l'idée de faire avancer l'idée d'un choléra qui avait démarré sur les zones côtières. Alors, qu'est-ce qui se passait au niveau de ce cas ? Ça, c'est un panel de l'ONU qui a pris cette photo. C'est la fosse septique, c'est l'endroit ultime où allaient les matières fécales des soldats népalais. Vous voyez que c'est assez peu protégé, c'était pas du tout un terrain clos. Dès qu'il pleuvait, moi je suis allé voir, effectivement, on voyait les traces des ruisseaux que faisait cette mare en période de pluie. Et puis, cette histoire se complique par le fait qu'un contractant haïtien venait vider les fosses septiques et ne s'embarrassait pas de beaucoup de précautions pour ensuite se débarrasser du contenu des fosses septiques. Et à partir de cette contamination initiale, on peut penser qu'il y a eu des cas de choléra, que la fosse septique du camp militaire s'est remplie avec beaucoup de vibrio cholerae, que c'est parti dans le fleuve Artibonite, et ça a suivi pour arriver à la fin, je ne sais pas si on voit la flèche, bon tant pis, pour arriver à la fin,
au delta de l'Artibonite. Et en fait, un delta, par rapport au reste, c'est finalement l'eau de l'Artibonite qui sort pour aller vers les rizières, pour aller vers les champs, et que les gens boivent. Alors que tout le long de l'Artibonite, les gens boivent des affluents, l'eau des affluents. Donc il y avait nettement moins de cas dans la partie un peu montagneuse de l'Artibonite que dans le delta. Sauf à Mirebalais, parce qu'il y avait des travaux. À ce moment-là, pas de chance, des travaux sur le réseau d'eau, et les gens étaient amenés à boire l'eau de l'Artibonite. Voilà, il y a eu des recherches, et en particulier, Pierre-Édouard en a parlé tout à l'heure, la force du séquençage total, qui a fini par montrer que c'était exactement la même souche qu'au Népal, et c'est venu rajouter une preuve supplémentaire de l'origine de cette épidémie. Et donc c'est maintenant un cas d'école, en quelque sorte, sur l'investigation des épidémies. Et Ban Ki-moon, qui était alors secrétaire général de l'ONU, a présenté ses excuses au peuple haïtien, a promis des fonds. Les fonds ne sont pas vraiment venus, mais il y en avait quand même suffisamment au niveau de l'agenda des différents donateurs pour augmenter le nombre d'équipes. Alors ces équipes, elles travaillaient autour des cas. C'est une activité qu'on appelle les CATI, Case Area Targeted Interventions, qui avait pour objet, chaque fois qu'une personne se présentait avec une suspicion de choléra dans une structure de soins, donc il y a besoin d'un accès aux soins pour faire ça, on pouvait faire une intervention autour pour limiter la transmission. Et ça a très bien marché, avec un écroulement, dès lors qu'il y a suffisamment d'équipes, que chaque cas a été répondu, il y a un écroulement de la transmission, et puis à partir de février 2019, il n'y avait plus de cas, donc ça faisait 3 ans et 7 mois qu'on n'avait plus de cas en Haïti. Donc on était contents, avec nos collègues haïtiens, on a publié sur cet arrêt de transmission, et la Banque mondiale, qui a été en fait le principal bailleur de fonds à la fin, la Banque mondiale a aussi dit tout son contentement dans cette histoire. Maintenant, cette histoire-là s'associe aussi avec un effondrement social et politique d'Haïti. Alors, symbolisé par le palais national qui a été détruit pendant le tremblement de terre, mais qu'on va voir dans le processus électoral. Vous voyez, les épidémies, processus électoral, on est peut-être un peu loin. Pourtant, au moment de l'épidémie de 2010, on était en pleine élection. Et à l'issue de ces élections, c'est le candidat arrivé 3e au premier tour qui a gagné les élections. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une intervention assez forte à l'issue du premier tour pour modifier le classement entre le 2e et 3e, intervention des Américains, d'Hillary Clinton, très puissante. Et bon, là, c'est l'Express, hein, je ne suis pas en train de vous envoyer des trucs complotistes. Tout le monde a compris que ce n'était pas si simple. Donc, Joseph Martelly, Sweet Mickey, un chanteur, je ne sais pas pourquoi l'administration américaine souhaitait l'avoir, mais c'est lui qui s'est retrouvé président de la République. Et très vite, il faut un mandat de 4 ou 5 ans, il faut 1 ou 2 ans pour organiser les élections, c'est jamais très facile, il y a toujours un peu de retard. Et à son successeur, même parti, parce qu'on n'a pas le droit en Haïti d'être 2 fois de suite président, son successeur s'appelle Jovenel Moïse, donc est élu, il a quelques casseroles de détournement de fonds. Bon, on va dire que c'est assez fréquent, en tout cas en Haïti. Et simplement, Jovenel Moïse ne termine pas son mandat. Il est assassiné. Et assassiné, c'est pas un tireur à distance, etc. C'est la nuit. L'assaut est donné contre le palais présidentiel. Il appelle au secours, etc. Personne n'intervient. Et un groupe de mercenaires colombiens le tue et blesse fortement son épouse, et personne ne réagit. Après, il y a des personnes qui sont arrêtées, et puis l'enquête est comme ça. Et à l'issue de ça, c'est là où on voit les connexions entre le politique et les gangs, justement, on voit émerger notre barbecue, qui était un soutien de Jovenel Moïse, et qui jure de
le venger en quelque sorte, et en fait, il s'imagine tout à fait reprendre le pouvoir, un peu comme Dessalines, c'est un peu le destin qu'il s'est auto-assigné. Et voilà, donc il promet de venger le président assassiné. On voit, hein, c'est un bonhomme quand même haut en couleur, mais il manifeste avec les armes à feu bien visibles. Et donc là, maintenant, on s'aperçoit qu'il fait, en fait, actuellement, il a, avec ses hommes, pris le terminal pétrolier de Vareux, qui est donc tout l'accès au carburant d'Haïti. Ça date depuis le 18 septembre. Et vous allez voir que c'est vraiment le meilleur moyen. On est extrêmement dépendant de l'énergie. Si on nous enlève l'énergie, plus rien ne fonctionne. Donc ça, évidemment, ça joue sur l'accès à l'eau, ça joue sur l'accès aux hôpitaux, et on va le voir. Alors il envoie un message aux Haïtiens, j'ai essayé de le lire, je n'ai pas très bien compris. Bon, c'est un langage un peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est assez curieux. Mais en gros, il dit au gouvernement de partir, que c'est lui qui va s'occuper. Alors les questions qui se posent à ce jour sur la lutte contre l'épidémie, c'est justement l'accès aux soins, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Est-ce qu'il y aura possibilité de vacciner? Et est-ce qu'il y aura possibilité de réactiver nos équipes d'intervention rapide qui s'appelaient les Émirats? Alors pour ce qui est de l'accès aux soins, j'ai pris comme ça sur Twitter, sur une toute petite période, 2 ou 3 exemples d'hôpitaux qui ont fermé. Fermé, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de carburant. C'est très vite, finalement, 18 septembre, on bloque l'accès. On est au début d'octobre, les hôpitaux ferment. Donc l'hôpital Sacré-Cœur de Millau, l'hôpital Saint-Luc, stock de carburant épuisé. Il ferme. L'eau, la principale, il y a d'abord la DINEPA, qui, on a vu tout à l'heure que la DINEPA disait j'ai besoin de 50 000 litres de carburant par mois. Sinon, un producteur d'eau distribuée en bidon qui s'arrête. Et pareil, il s'arrête, pourquoi? Il n'a pas de carburant pour faire son travail. Et puis, on voit que sur les premiers cas, en fait, pas de carburant, ça veut dire aussi pas de possibilité d'aller à l'hôpital, sans parler des barrages. Donc l'accès aux soins est bloqué de plusieurs manières. Les hôpitaux ferment, les gens ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de taxi-moto ou des choses comme ça. Et il y a des barrages. Donc avec cet accès, on s'aperçoit que le début de l'épidémie, c'est des morts à domicile. C'est donc pas des gens qui ont pu accéder aux soins dans les temps, ce qui est dommage parce qu'à Haïti, c'est très bien prendre en charge les cas de choléra. Et la conséquence aussi, c'est que nos équipes d'intervention rapide, on ne peut pas les mettre en œuvre. Enfin, déjà parce que ça va être difficile d'avoir le carburant, les équipes, etc. Et deuxièmement, parce que bon nombre de malades vont rester à domicile. Alors, reste la solution vaccin. On espère que ça va pouvoir se faire, mais je rappelle que le vaccin n'a pas une efficacité extrêmement forte. On est plutôt à 60 et quelques % d'efficacité après 2 doses. Mais là, je ne vois pas trop d'autres solutions. Et puis, les équipes de l'UNICEF ont commencé déjà à faire de la sensibilisation, de la distribution de produits chlorés, enfin, faire en sorte de limiter la dangerosité de la consommation d'eau dans un contexte où on se retrouve finalement avec un manque de produits chlorés, un manque d'eau buvable autre que l'eau du robinet qui n'est pas saine en Haïti. Et donc, on est dans cette situation-là. Voilà, j'en ai fini. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. L'origine de l'épidémie est quand même un point important. Est-ce que c'est l'importation d'une nouvelle souche? C'est simplement qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une flambée assez importante en Syrie. Il y a beaucoup de Syriens en Haïti. Ça pourrait être une possibilité. Donc on a envie d'avoir le séquençage pour répondre à ça. Est-ce que c'est une résurgence à partir d'un foyer environnemental? Ça me paraît très curieux qu'en plein bidonville... c'est plus le delta de l'Artibonite. En plus, on a fait des recherches, y compris avec l'ANSES, dans les endroits les plus à risque.
Et on n'a absolument rien trouvé. Il y a plusieurs équipes qui ont cherché. Plus personne ne trouve de Vibrio cholerae avec la toxine, ne trouvait jusqu'à cette dernière semaine. Et puis là, on est quand même en droit aussi de se poser la question, dans une guerre entre des gangs et un gouvernement. Donc le président de la République, il n'y en a plus, c'est un Premier ministre. Le Premier ministre, il a été nommé la veille de l'assassinat. Donc une légitimité assez minime. C'est quelqu'un que je connais, que je respecte, mais bon, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et on voit bien qu'il y a des liens avec différents gangs, donc dans un sens, dans l'autre. Une origine criminelle, on ne devrait pas l'écarter comme ça. Je pense que personne n'en parlera, mais pour moi, ça reste quelque chose qui est derrière. Et voilà, j'en finis là avec un tableau que j'ai trouvé assez évocateur, ça s'appelle « Désarroi ». Et on est dans cet état d'esprit, tous ceux qui ont travaillé à l'élimination du choléra en Haïti pendant tant d'années, avec les collègues de l'UNICEF, avec les collègues de Marseille, Stanislas Rebaudet, avec des personnes aussi de RDC. On est vraiment consternés par ce qui se passe. Mais vous voyez que finalement, entre l'accès aux soins, l'épidémie, on peut le prendre dans un sens, on peut le prendre dans l'autre. Et ça aussi, ça témoigne de ce que sont les épidémies dans la vraie vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Renaud. On va voir si l'intervenant suivant, qui est donc normalement en ligne de Dakar, nous entend bien. Bonjour Babacar Ndiaye. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour Eric, je vous entends bien. Vous m'entendez? Merci. On va vérifier que votre diaporama apparaît et on lancera votre communication. Je crois que tout marche bien. Donc, Babacar Ndiaye n'a pas pu venir. Il s'en excuse. Il s'en est longuement expliqué. Donc, hier, on l'attendait. Mais ça a l'air de très bien marcher. Et je pense qu'on va pouvoir démarrer cette communication. Vous êtes donc microbiologiste à Dakar. Et on vous a demandé un petit peu l'influence des épidémies, des alertes, des coups durs sur l'accès aux soins au Sénégal. Merci beaucoup, Babacar. Ça colle. À vous. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. D'accord, très bien. Merci. Donc, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord quand même vous remercier de m'avoir associé à cette session de conférence pour parler aujourd'hui de l'accès aux soins. Excusez-moi. Voilà, pour parler un peu de l'accès aux soins. Attendez. Ah, j'ai un souci là. Voilà, l'accès aux soins dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le cas du Sénégal. Alors, pour mener à bien ce travail, nous allons d'abord parler de la COVID-19 au Sénégal avec l'organisation de la riposte. Ensuite, nous allons évoquer les difficultés d'accès aux soins. Et enfin, nous allons terminer en parlant des actions mises en œuvre pour permettre la continuité des soins. Alors, la COVID-19 est une maladie qui a été due à un virus, du nom de SARS-CoV-2, rapidement caractérisé en termes de pandémie, avec la propagation rapide dont elle fait montre. La mortalité très élevée constatée a fait de telle sorte que cela a été déclaré rapidement en termes d'urgence de santé publique. Et ceci a créé un bouleversement, un grand bouleversement des systèmes de santé. Au Sénégal, face à cette situation, une organisation de la riposte s'imposait. Il convient ici de noter qu'au début de la pandémie, notamment en décembre 2019, au niveau de la Chine, des cas ont été confirmés avec des cas de pneumonie dont l'étiologie était inconnue. Donc rapidement,
une surveillance s'est imposée, la situation en Chine, les autres pays essayaient de voir l'évolution. Et ce qui s'est passé, c'est que les pays ont su déclarer un à un à la suite des cas de Covid et notamment des cas de décès, ce qui a eu à alarmer les autorités au niveau mondial, déclarant ainsi, l'OMS déclarant ainsi un système, mettant en œuvre un système de gestion de crise avec une communication tout autour de cette question. Ici au Sénégal, le premier cas a été rapporté le 2 mars 2020 et ensuite les cas se sont succédés. Donc face à cela, la gestion s'imposait et au niveau du Sénégal, nous avons un système pyramidal quant à l'organisation des prestations des soins et des services qui va des postes de santé jusqu'au sommet avec les établissements publics de santé. Et au niveau du management de tout ça, cela va du sommet avec de la base avec les sous-brigades d'hygiène jusqu'au niveau des cabinets du ministère. Donc, il a été mis en place un comité national de gestion des épidémies qui a décentralisé la riposte en mettant des comités régionaux de gestion des épidémies, des comités départementaux et des comités locaux aussi de gestion de ces épidémies. Quand on regarde un peu la distribution en termes de disponibilité des établissements publics de santé ou bien des infrastructures sanitaires, on se rend compte que cela est concentré au niveau de l'Ouest, où se trouve la capitale, Dakar, et c'est à l'ouest aussi qu'il y a une forte densité. Donc, ce qu'on note, c'est une inégalité des infrastructures de santé en termes de répartition au niveau du territoire national. Alors, de la suite de l'épidémie à virus Ebola, le Sénégal a tiré des enseignements en mettant en place au niveau du ministère un comité multisectoriel dont le but est d'assurer le suivi de l'évolution des tendances des maladies à potentiel épidémique sous surveillance, de surveiller l'exécution des activités de prévention et de réponse, d'organiser l'évaluation de la réponse. Et dans le cadre de la COVID-19, une coordination a été faite avec notamment dans la prise en charge. Ceci étaient des rôles assignés au Comité national de gestion de l'épidémie dans la prise en charge avec des acteurs bien définis, notamment la direction de la lutte contre la maladie, etc. Donc, dans la prévention et le contrôle de l'infection, des surveillances des points d'entrée et des laboratoires, une communication et l'engagement communautaire. Ça, c'est un point où j'aimerais quand même insister. Ce qui a fait aujourd'hui que la COVID a été gérée en quelque sorte, c'était par rapport à ce point, avec une communication bien faite et un engagement communautaire. Il y a aussi une gestion, une coordination des équipes d'intervention avec le COUS qui gère les urgences sanitaires au niveau du pays. Donc, la mobilisation des ressources et la logistique et les forces de défense et de sécurité donc, ont bien assuré, ont eu pour rôle de coordonner les actions de sécurité, notamment dans les points d'entrée et dans la surveillance. Voilà. Il a été élaboré des procédures opérationnelles normalisées dans la surveillance pour la détection précoce des cas avec des algorithmes bien définis, le prélèvement dans des formations dans le prélèvement et le transport des échantillons, dans la prévention et le contrôle de l'infection, la prise en charge des cas, l'information et la sensibilisation. La sensibilisation qui a occupé une place importante dans la gestion de cette pandémie avec des affiches, avec une communication basée sur le visuel. Donc, voilà. Et l'algorithme de gestion des alertes dans le cadre de la préparation, ici, ce qui convient de souligner, c'est les notions de définition de cas,
Alors, parce que tout au début, il était difficile de pouvoir cerner cette problématique. Donc, le CNGE avait pour mission de répondre à cette question pour faciliter en tout cas l'orientation au centre de santé le plus proche des patients en cas de besoin et les équipes d'investigation des districts sanitaires quant à leur rôle lorsque le sujet répondait à la définition des cas. Alors, face à cette situation et au vu des moyens mis en œuvre, nous avons noté des difficultés dans l'accès aux soins. Alors, tout au début des premiers cas, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter avec ici le nombre de décès qui épousait la même tendance que le nombre de cas. Donc, et il s'imposait des mesures au niveau de la part du gouvernement et beaucoup de mesures ont été prises qui ont eu leur impact en termes positifs, mais aussi qui ont eu à causer des soucis en ce qui concerne l'accès aux soins et nous le verrons dans ce qui va suivre. Donc, quelles sont les mesures que le gouvernement a eu à prendre? Et je vais citer les mesures phares, la déclaration de l'urgence nationale, les mesures de distanciation physique qui sont imposées dans les endroits où les personnes sont censées se retrouver, et le couvre-feu, qui a été une phase qui a créé un bouleversement dans le pays quand on connaît la façon dont les gens vivent. Donc, ce n'était pas évident. Donc, la limitation des déplacements entre les régions, donc, ce qui a eu un grand impact quand on a vu que les structures de santé étaient pour la plupart au niveau de la capitale et des régions environnantes. Donc, quand on limite les déplacements entre les régions, on voit rapidement la conséquence. Donc, les quarantaines qui ont créé une psychose chez les populations. Alors, la fermeture des frontières aussi, l'isolement et la prise en charge des cas. Donc, l'ensemble de ces mesures ont créé une peur auprès des populations. Et à cette peur vient s'ajouter la stigmatisation. Aujourd'hui, les gens, dans le cadre de cette Covid, beaucoup de gens ont été stigmatisés tout à fait au début, pointés du doigt parce qu'au début, on ne comprenait pas la chose et quand on parlait de telle personne a contaminé telle personne, donc vous voyez combien de gens ont eu à être stigmatisés et le fait de ne pas vouloir être stigmatisé a fait de telle sorte que certains, même étant malades, ont refusé d'aller à l'hôpital. Et le déni aussi, donc les gens, à un moment donné, certains n'y croyaient pas, donc tout à fait. Et la perception du message « restez chez vous » aussi a eu son impact sur la baisse sur la fréquentation des structures sanitaires. Parce que ce message, à un moment donné, a été mal perçu. Les gens, quand on leur dit « restez chez vous », alors ils sont restés chez eux, alors que certains étaient suivis pour d'autres pathologies qui nécessitaient d'aller à l'hôpital. Donc, l'impact que cela aura et sera considérable avec des répercussions au plan sanitaire. Alors, donc, les gens, comme je l'ai dit, avaient peur d'aller à l'hôpital et ce qu'on a constaté, c'est un désert dans certaines structures. Donc, une baisse vraiment notable de la fréquentation des structures sanitaires. J'en veux pour preuve au niveau de la pédiatrie, quand on compare les consultations des enfants au niveau des premiers trimestres de l'année 2019 et de 2020, on voit nettement qu'en 2020, les 3 premiers trimestres, au premier trimestre donc, de 2019, on était à 1 092 000 consultations, enfants consultés. Donc, au premier trimestre, on est à 708 000, donc une baisse notable. Mais au deuxième trimestre, là, on se rend compte que ici, les hôpitaux ont été, notamment chez les enfants, ont été carrément abandonnés à la limite avec un nombre de consultations qui a
drastiquement chuté, passant de 963 000 à 283 000. Donc, au niveau de la santé mère-enfant, l'alerte a été rapidement donnée quand on a constaté la fréquence des accouchements à domicile, quand les gens sont au niveau périphérique où le déplacement vers les centres n'était pas évident. Donc, ces phénomènes ont été observés, les accouchements à domicile. Alors, les visites prénatales manquées étaient récurrentes aussi, ça a été signalé. La baisse globale des visites dans les établissements de santé pour les soins liés à la planification familiale, la santé de la reproduction. Donc, une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement de la planification familiale ont alerté le département de la santé maternelle et infantile. Le calendrier vaccinal aussi a été fortement impacté. Et l'ensemble de cela a su déclencher l'alerte au niveau auprès des autorités. Parce que ici, l'importance, c'est d'éviter de faire reculer les progrès importants réalisés dans le cadre de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au cours de cette décennie. Quelles sont les perturbations notées dans les autres services, dans l'accès au niveau de l'accès aux antirétroviraux et aux antituberculeux? Donc, c'est des prises, les patients allaient dans les CTA, communément les CTA qu'on appelle les centres de traitement ambulatoires, pour récupérer leurs médicaments, donc avec les mesures prises et la peur d'aller à l'hôpital. Donc, certains avec des difficultés pour prendre leur traitement. Au niveau du CEPIAT, qui est le centre de prise en charge des addictions au niveau de Dakar, le suivi difficile était noté quant aux usagers de drogue. Pour les pathologies chroniques, notamment le diabète et l'HTA, comme je l'ai dit tantôt, avec la peur d'aller à l'hôpital, il était difficile de suivre ces patients. Donc, le programme opératoire a été reporté dans pas mal de structures hospitalières, quand on sait que certains services ont été transformés en CTE COVID-19. Donc, ce n'était pas évident de respecter le programme opératoire et on a aussi constaté des ruptures en médicaments quand on sait que le Sénégal aujourd'hui essaie d'aller vers l'autonomisation en termes de souveraineté aux médicaments. Donc, pour la plupart des médicaments qui nous viennent, ça vient de l'étranger. Donc, l'approvisionnement a été difficile, avec la fermeture des frontières, la suspension des vols. Donc, ça a eu un impact considérable sur l'approvisionnement en certains médicaments. Et rapidement, pour les laboratoires, on voit nettement que le nombre de dossiers, le nombre de patients reçus dans certains laboratoires a fortement chuté en 2020. Et quand on voit comment cela s'est passé quand on l'étale au niveau de l'année 2020. Donc, on voit nettement qu'il y a eu une différence notable entre 2019 et 2020. Donc, dû à une baisse de fréquentation de ces structures aussi. Alors, la santé est un droit qui est indissociable du droit à la vie. Alors, face à cette situation, les patients ont droit à la continuité des soins et il fallait prendre des mesures pour faire face à cela. Et les mesures sont d'ordre général et spécifique. Et pour cela, il fallait trouver un équilibre entre la préservation du personnel médical et la continuité des soins. Alors, pour la préservation du personnel médical, quelles sont les mesures prises? Donc, d'abord, le renforcement en personnel avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Donc, le personnel a été renforcé dans les CTE avec le recrutement de médecins en fin de formation. Donc, le personnel a été carrément renforcé. Mais l'autre mesure qui semble très importante et que les services ont adopté, c'est la rotation du personnel. Ceci pour éviter d'exposer le personnel soignant, tout le personnel soignant en tout cas,
Donc, un système de rotation du personnel a été mis en place pour éviter au maximum d'exposer l'ensemble du personnel. Et le respect strict des mesures barrières a été instauré dans les services afin de limiter au maximum les cas de Covid qui pouvaient survenir dans la pratique. Alors, toujours dans les mesures générales, il y a des mesures de distanciation physique dans les salles de consultation et dans les salles d'attente. Le nombre des accompagnants par patient a été limité à une personne. L'effectif des visiteurs dans les salles d'attente aussi revu et limité. Donc, des mesures d'hygiène systématique, les systèmes de filtre à la réception ont permis aussi de faire continuer les soins. Donc, les personnels de soutien formés aussi dans la prise de la température, veiller au respect systématique du port du masque, repérer des signes d'alerte. Donc, toujours dans ce système de filtre dont on parlait. Alors, toujours dans la préservation du personnel. Donc, si aujourd'hui les mesures prises ont porté leurs fruits, c'est parce que le personnel a répondu présent et les cas de contamination ont été limités au maximum. Mais l'autre point qui est très important, c'est la communication avec l'approche communautaire. Avec cette approche, avec la communication dans les communautés, cela a permis de changer la façon de voir des populations par rapport à l'hôpital et par rapport au déni, par rapport à la peur. Donc, une communication basée où quand même on a eu à faire appel à des relais communautaires pour aller tout à fait, notamment en périphérie, et faire véhiculer l'information que les populations pouvaient, en cas de besoin, aller à l'hôpital. C'était important. Et toujours dans les mesures générales, pour assurer la continuité des soins, l'armée s'est investie avec le déploiement d'hôpitaux mobiles de campagne pour permettre aux patients de pouvoir bénéficier des soins, notamment en campagne et au centre du Sénégal, qui permettait de pouvoir capter. C'est une zone centrale qui permettait de pouvoir converger, en tout cas, les populations environnantes. C'était très stratégique. Babacar, il faudrait conclure, s'il vous plaît. D'accord. Je vais aller vite. Donc, dans la santé mère-enfant, le respect des mesures barrières aussi. Ce qui a marché aussi, c'est la continuité de la prise en charge avec l'implication, la mise en place des systèmes Allo Sage-Femme, donc les rendez-vous téléphoniques aussi. Donc, ici, l'approche communautaire. Donc, avec cette communication basée sur l'approche communautaire, donc, on a vu que les populations sont retournées à l'hôpital avec le suivi du programme élargi de vaccination. Et voilà. Donc, pour les PV-VIH, les mesures qui ont été prises, c'est la dotation multimois rapidement et une ligne téléphonique dédiée, parce que le Sénégal est cité comme modèle dans sa lutte contre le sida, avec des objectifs des 3,90 qui devaient être préservés. Pour la psychiatrie, des stratégies mobiles de consultation psychiatrique ont été mises en place avec les contacts téléphoniques avec les patients et les familles, les visites de médiation à domicile, les séances de sensibilisation. Et important de soulever aussi, de noter dans les centres des addictions à Dakar, l'apport à domicile de la méthadone qui était habituellement dispensé chaque jour. Donc, ce système a été mis en place pour permettre la prise en charge continue des patients suivis pour des addictions. Donc, la prise en charge aussi des usagers de cannabis incarcérés après leur amnistie. Un système a été mis en place pour assurer cette continuité. Et rapidement, avant de terminer, le secteur privé qui représente 46% de l'offre de soins.
Alors, ils se sont impliqués en devenant des acteurs dans les instances de coordination au niveau national, au niveau régional, et ce qui a été mis en place par le secteur privé, des stratégies comme la prise en charge à domicile, qui a été fortement notée, et les téléconsultations. Maintenant, la téléconsultation, c'était une première fois pour la plupart des patients, notamment dans les maladies, comme dans les services comme la dermatologie et la gastro. Bon, ceci a été apprécié plus ou moins par les patients. Alors, le Sénégal, dans sa gestion de la COVID-19, a eu de bonnes notes du fait de l'action rapide, de la communication et de l'expérience que le Sénégal a tirée lors de l'épidémie de l'Ebola en 2014, ce qui a fait qu'au 6 septembre 2020, nous avons été notés, le Sénégal a été nommé deuxième pays au monde champion d'Afrique dans une analyse sur la manière dont 36 pays ont géré la pandémie. Donc, ceci grâce à cette action rapide de la communication. Et la Babacar, il faudrait terminer sur cette bonne note, voilà. S'il vous plaît. Donc, je termine en disant que ce qui a marché, c'est la mise en place d'une riposte multisectorielle et la communication qui a été mise au cœur des actions. L'approche communautaire a été fortement saluée et a montré ses preuves dans le cadre de cette lutte et dans le cadre de la continuité des soins qui demeure un défi majeur dans la prise en charge des épidémies comme la COVID-19. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux orateurs. Nous n'avons pas le temps d'avoir des questions, sous peine d'avoir un barbecue ou Corse. Et donc, sous la menace, quelques mots-clés cependant, hein, le mot résilience, en particulier des systèmes de santé périphériques, ça c'est très intéressant. Le mot peur et refus de la population, mais secondairement, une réaction des systèmes de santé pour que les crises sanitaires servent à améliorer la prise en charge pour les futures crises, mais aussi pour la population en général. Donc c'est très intéressant. L'aspect quand même assez optimiste à Madagascar, où effectivement la peste a permis de booster un petit peu, de donner une petite décharge d'adrénaline au système de santé. Ça, il y a quand même des côtés positifs. Et puis aussi cette démonstration que tu as fait, Renaud, sur pas d'accès au système de santé égale risque épidémique, en particulier de choléra. On verra les jours qui viennent. Mais cet arrêt sous pression de la violence, sous pression des organisations politiques est très inquiétant. On va conclure là-dessus.